Bonjour, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Merci de nous rejoindre toujours plus nombreux. Aujourd'hui, on parle de droit et d'une profession, celle d'avocat, d'avocate précisément. J'ai l'honneur de recevoir Marie-Hélène Gostio de MHG Avocat. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Olivier. Très content de vous avoir sur le plateau. C'est toujours Moi bien d'être avec un avocat à ses côtés. On va en reparler. Quelques chiffres avant Marie-Hélène, si vous le voulez bien. 76 000 avocats en France. 57% des femmes, c'est intéressant, et 2/3 des nouvelles entrées dans la profession, ce sont des femmes. Vous prêtez sûrement environ 28 ans, et l'âge moyen de la profession, c'est 44 ans. Vous, j'aimerais bien savoir comment vous étiez étudiante. Quand vous étiez à la quête de ce métier-là, vous étiez qui ? Alors, d'abord, je suis une fille d'agriculteur. Mes parents n'ont pas fait d'études supérieures. Mon père n'a pas le bac non plus, donc voilà, les études supérieures, c'était en quelque sorte aussi une sorte de Graal. Bien sûr. À atteindre. Donc, alors j'étais curieuse de tout, plutôt bonne élève. Ouais. Et j'avais découvert par un forum le milieu des sciences politiques et je me disais, la science politique, ça mène un peu à tout. Il y a de l'économie, il y a du droit, il y a de l'histoire. Ça permet de mieux comprendre son environnement et puis les entreprises qui nous entourent, etc. Et puis, j'ai pas du tout aimé, on va dire, ma première année. Ouais. J'étais pas issue de ce milieu-là, c'était difficile de s'intégrer. C'est un métier de serraille, ouais, peut-être. Et donc, je me suis redirigée en fac de droit, un petit peu, je dirais, par défaut, mais aussi parce que ça m'intéressait, clairement. Et surtout, j'estimais que ça me permettrait aussi de comprendre en fait, la vie qui nous entoure, la vie sociale, l'organisation sociale, comment sont votées les lois, comment fonctionnent les entreprises, à quelles obligations elles sont assujetties, etc. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dirigée par là. Et j'ai fait un parcours bidisciplinaire aussi avec des cours en école de commerce qui permettaient de mieux comprendre comment fonctionnait une entreprise. Le monde de l'entreprise. Oui. C'était déjà important pour vous? Oui, c'était déjà important pour moi à l'époque. Aussi peut-être parce que finalement, quand on est agriculteur, on dirige sa propre production, sa propre exploitation. Donc on est aussi indépendant. Donc il y avait déjà à l'époque cette farouche volonté de comprendre comment on devient indépendant, comment on mène son business, on crée son business et comment on peut aider les autres aussi dans notre monde actuel. Ça a l'air de vous ressembler, effectivement. Écoutez, en préparant cette interview, je suis tombé sur une information, je dois dire, assez choquante. Je vais vous lire cette information. À partir du moment où on a fait une dizaine d'années en tant que professionnel d'avocat, une femme avocate touche environ 74 000 € par an, alors qu'un homme, pour le même niveau, gagne 143 000 €. Donc on passe du simple au double. Moi, je pensais que c'était même plus possible aujourd'hui en 2024. C'est quoi votre analyse rapide sur ça ? Déjà, en tant que femme, au départ, on va partir avec un handicap potentiellement, on va être moins payé à l'origine, dès la première année, qu'un homme. Donc, forcément, proportionnellement, ensuite, au bout de 10 ans, l'écart peut se creuser sensiblement. Peut-être qu'on va avoir tendance aussi à moins bien se vendre, à compétences équivalentes, à niveau équivalent. Et puis aussi, les femmes, au bout de 10 ans, alors beaucoup vont quitter la profession, par exemple, pour se tourner vers l'entreprise, à cause des contraintes familiales. Les hommes vont peut-être accéder à des postes d'associés plus rapidement. Plus rapidement que les femmes. Tout à fait. Donc, il reste une marge de progression, on va dire, là-dessus, quand même, clairement. Tout à fait. Alors, aujourd'hui est un autre jour. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est votre cabinet, à vous, précisément, quelles sont vos spécialités ? Alors, je suis spécialisée dans le droit du numérique, droit de l'informatique, parce que j'adorais l'informatique quand j'étais adolescente, quand j'étais gosse. J'adorais bidouiller un petit peu. Geek un peu quelque part. Un petit peu geek, changer la RAM d'un ordinateur, partitionner les disques durs, tester Linux, les systèmes Unix, etc. Donc, ça m'a beaucoup attirée. Je me suis dit, quitte à faire du droit, je me suis dirigée là-dedans. Autant travailler avec des personnes qui, en fait, j'aurais aimé travailler, j'aimerais travailler. Votre univers, quoi. Mon univers, ce qui me passionne. S'il vous plaît,
J'aime bien aussi le côté artistique. Donc, dans le cadre de mon métier, je suis aussi amenée à travailler avec des artistes, des écrivains. Dans quel type? Le droit de la propriété intellectuelle, tout ce qui touche au droit d'auteur, tout ce qui touche à la création, en fait. Des photographes, artistes, etc. Donc, c'est vraiment les deux métiers, IT et métiers artistiques, que j'apprécie particulièrement et que j'aime accompagner. Donc, dans le cadre de mon cabinet, j'accompagne à la fois des grosses structures pour des mises en conformité, par exemple, sur la protection des données, sur les lois autour de la lutte anticorruption. Voilà, donc tout ce qui va toucher vraiment à la conformité des entreprises aujourd'hui et aux textes européens qui s'incombent à elles. Et puis, je vais accompagner aussi des chefs d'entreprise dans le secteur de l'IT, des artistes qui veulent créer leur activité. Créer leur société, quelles sont les conditions générales de vente dont j'ai besoin, les contrats pour mes clients, comment je vais me protéger, est-ce que je cède les droits, c'est capital. Voilà, donc toutes les questions qu'on va se poser vraiment pour protéger ce qu'on a réalisé et aussi se protéger aussi pour l'avenir. Par exemple, est-ce que mon entreprise, demain, mon conjoint, on se sépare, est-ce qu'il a droit à quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Comment on va répartir ça? Donc, il faut se poser ces questions en amont du problème. Or, généralement, on a recours à l'avocat. Trop tard. Trop tard, lorsque le problème est là. Mais justement, j'allais vous poser cette question. De ma fenêtre, j'ai l'impression qu'on a un peu peur d'aller voir un avocat. Alors, je ne sais pas si c'est culturel ou c'est des professions qui font peur, mais je ne sais pas, c'est pas naturel. Ou alors on y va trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas culturel. C'est un peu plus culturel dans le monde anglo-saxon. Oui, où on a beaucoup plus le réflexe d'aller voir un avocat, ne serait-ce que pour des considérations fiscales, comme vous allez voir votre expert comptable pour faire votre comptabilité. On va avoir un peu plus tendance à faire confiance et en tout cas à investir. Parce que c'est un investissement pour l'avenir. Tant que le problème n'est pas là, on se dit à quoi ça sert, pourquoi finalement donner de l'argent. Comme avec le médecin aussi, où souvent on peut aller voir le médecin, des spécialistes trop tard, lorsque le mal est là. Et ça devient cher. Et ça devient cher, effectivement. Alors que le fait d'aller voir l'avocat, c'est vraiment un investissement sur son avenir. Et ça, il va nous aider à nous poser les bonnes questions. Et éviter de faire les erreurs qui vont nous coûter cher plus tard. Oui. Quand on les détecte. Et votre rôle, c'est peut-être d'avoir justement cette analyse que le chef d'entreprise ne peut pas avoir, puisque ce n'est pas sa formation. Mais peut-être dire, attention, garde-fou là, attention. Oui. Préparez ce genre de choses. Oui. Alors, j'ai vu également, en me documentant sur vous, que vous étiez spécialiste du règlement des litiges et que vous étiez formé à ce qu'on appelle au mode alternatif. Alors, qu'est-ce que c'est mode alternatif? Mode alternatif, comme son nom l'indique, c'est une alternative au contentieux judiciaire, à la bataille judiciaire. Okay, exactement, c'est ça. Donc c'est de la transaction en fait, qui va passer par différentes méthodes. La médiation souvent est la plus connue, avec l'intermédiaire d'un tiers, un tiers indépendant qui va aider les parties à trouver une solution avec leurs avocats. Vous avez aussi ce qu'on appelle le processus collaboratif qui nous vient du monde anglo-saxon, qui est un mode aussi alternatif de règlement des litiges, donc trouver une solution, mais sans tiers, c'est simple, c'est juste entre les parties et leurs avocats. Les avocats sont formés à une méthode, elles connaissent les process, les modes rhétoriques aussi, d'accouchement, de maïeutique, pour aider les parties respectives à trouver une solution. Donc il y a un fort aspect, je dirais, d'accompagnement humain dans ce processus, accompagnement psychologique aussi des parties, parce qu'il y a souvent des ressorts humains avant tout dans le cadre d'un litige. Et ça aide justement à se dire, ok, on est dans une situation bloquante, on ne va pas passer les 4 prochaines années à se battre devant un tribunal. Long, en fait. Parce que ça peut être très long si derrière vous faites appel. Donc là, j'avais encore dernièrement un litige. On a gagné en première instance 1 an et demi et puis c'est reparti pour 2 ans en appel parce que l'autre partie a droit de faire appel. Donc voilà, donc on s'en sort plus. C'est long, c'est pénible pour le client. Oui, et puis pour le client, au-delà de... C'est même psychologiquement. Il est dans un procès pendant 3 ans et il n'est pas à autre chose. Du coup, il fait pas des choses importantes pour lui, essentielles. Tout à fait. Et dans le monde de l'informatique, c'est d'autant plus important qu'il faut trouver une solution tout de suite, une rémédiation tout de suite. Il ne s'agit pas d'attendre 4 ans, arrêt de la production, les outils ne fonctionnent plus. Non, il faut trouver une solution et il faut débloquer les fonds maintenant aussi pour passer à autre chose. Donc, autant transiger de manière efficace. Vous parlez d'informatique, vous me tendez une perche formidable. Dans l'informatique, il y a également l'IA générative, ce nouveau monstre qui est apparu il y a quelques temps. Est-ce que vous pensez que ça va impacter votre profession d'avocate
et je vais même aller plus loin, ça peut la remplacer. Impacter, oui. Remplacer, non. Non, ok. Comme dans beaucoup de professions, je pense, intellectuelles et créatives, l'IA va être un outil, mais ce n'est qu'un moyen. Après, c'est la manière dont on l'utilise. Hein. Tous les outils, on peut les utiliser à bon escient, à mauvais escient. Sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme on disait. Exactement. Okay. Donc, mais effectivement, ça va permettre, je pense, à l'avocat de se recentrer vraiment sur sa valeur ajoutée auprès de son client, à être plus proche de son client, peut-être humainement, alors qu'aujourd'hui, on voit l'avocat un petit peu comme le gratte-papier en quelque sorte, qui fait le rapport et qui envoie le rapport au client, etc. Alors que le lien humain, c'est vraiment la valeur ajoutée pour moi du client. Et puis, le fait de parler son langage, de lui faire comprendre le langage juridique quelque part aussi, se mettre, de se mettre au même niveau. Donc, ça permettra, je pense, d'apporter cette valeur ajoutée, de se concentrer finalement sur cette qualité. Sur son client et la proximité qu'on a avec lui. Exactement. Chose que, parfois, on néglige de faire lorsque l'on est envahi par la production que l'on doit réaliser. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, on vous le souhaite. Hein. Dernière question de cette interview. J'aime bien vous sortir de votre robe d'avocate pour vous retrouver dans les fringues de Marie-Hélène. Je demande toujours ce qui vous plaît culturellement, un film, une musique, quelque chose qui vous plaise. Vous avez pensé à quoi, vous? J'ai pensé à un livre que j'ai lu quand j'étais adolescente, Les Sœurs Brontë. Ah oui, ok. Donc Jane Eyre de Charlotte Brontë, où cette héroïne m'a beaucoup marquée quand j'étais adolescente. Alors aujourd'hui, j'en suis un petit peu loin, mais en fait, fondamentalement, elle me représente toujours. Elle vous a un peu construite quelque part. Oui, l'héroïne qui ne renonce jamais à ses valeurs, y compris lorsque ce n'est pas la solution de facilité en fait. Mais elle ne renonce jamais à ses valeurs, aux règles de moralité qu'elle a, et ne franchit jamais la ligne grise, la ligne rouge même, dans toute son histoire. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, de structurant qui vous a accompagné en tout cas dans ma vie. Et puis j'avais une amie en école de commerce qui me disait toi tu seras à Elwoods. Autre chose, deux salles, deux ambiances pour le coup. Complètement autre chose, oui. Et puis elle était blonde, je ne suis plus blonde. C'est fait. Bon, écoutez, merci d'avoir partagé votre temps avec nous et ceux qui nous regardent. On en sait maintenant un peu plus sur votre métier. Vous allez retrouver chez vous toutes les informations qui concernent le cabinet autour de cette vidéo. On vous souhaite bon vent, Marie-Hélène. Merci Olivier. Et puis vous qui nous regardez, eh bien écoutez, tâchez d'être heureux parce que le reste ça suit toujours. Bye bye.